Bonsoir et bienvenue dans Pensée des temps présents. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Le sujet de ce soir, l'aliénation de l'être humain, du prolétaire au sein de ce mode de production capitaliste, industriel, est un sujet qui est capital dans la pensée humaniste de Karl Marx. Qu'est-ce que c'est d'abord que l'aliénation de l'être humain? C'est lorsque l'être humain perd son essence d'être vivant. Il est dépossédé de toute sa substance, il est dépossédé de tous ses sentiments tels que le sentiment du beau, le sentiment d'être un poète, le sentiment de faire autre chose que travailler. C'est réellement quelque chose de très puissant, quelque chose de très grave que va aborder Karl Marx. Mais pour bien comprendre ce que c'est que l'aliénation, on va recourir à Jean-Paul Sartre et à sa théorie, ce qu'il dit lorsqu'il parle de l'existentialisme est un humanisme. Vous savez ce que va dire Jean-Paul Sartre? En vérité, Karl Marx l'a dit bien avant lui, et même Jean-Jacques Rousseau, donc les deux l'ont bien dit bien avant lui, d'une autre façon. Que nous dit Sartre? Il nous dit que lorsqu'il s'agit d'objets, là je vous le dis de façon succincte, j'aurai l'occasion de revenir de façon beaucoup plus longue et beaucoup plus approfondie sur ce sujet lorsque nous aborderons la pensée de Jean-Paul Sartre. Donc, Sartre nous dit que quand il s'agit d'objets, leur essence, c'est-à-dire leur conception, précède leur existence. Il nous donne un exemple très simple, celui d'un coupe-papier. Il y a très longtemps, vous savez, lorsqu'on achetait des livres, certaines pages étaient accolées. Alors, on utilisait un coupe-papier. Il ne faut pas croire que c'était une corvée. Au contraire, c'était quelque chose de très élégant. Il faut voir le monsieur ou la dame en train de couper les papiers, de dégager donc ces papiers, ces feuilles de papier les unes par rapport aux autres. C'était réellement c'était très élégant si vous voulez. Imaginez donc l'homme ou la femme, donc je disais, donc sur un bureau un très joli bureau avec en arrière-plan derrière lui une belle bibliothèque et cet homme ou cette femme qui font ce travail amoureusement. Je dis ça parce que je sais que beaucoup d'entre nous, les plus jeunes, ne savent plus ce que c'est qu'un coupe-papier et ce que c'est que ce rituel que d'ouvrir ces pages. Donc, le monsieur qui trouve qu'il y a des pages ou la dame qu'il faudrait découper va inventer ce coupe-papier. Au préalable, il faut qu'il le pense, il faut qu'il le définisse. Il va dire voilà comment va être l'objet. Et cet objet-là, une fois qu'il est là, une fois qu'il est conçu, une fois qu'il est fabriqué, il ne se révolte pas, il n'a pas besoin de se révolter, il est inerte, il n'a pas de réaction. Et Sartre nous dit mais attention, concernant les êtres humains, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec un coupe-papier, c'est autre chose. Un être humain, lorsqu'il naît, il existe d'abord. Son essence, c'est-à-dire ce qu'il va devenir après, ça va se faire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Malheureusement, nous dit-il, il arrive parfois que les gens recherchent une essence, c'est-à-dire recherchent à être ce qu'ils ne sont pas en réalité, ou bien qu'ils n'étaient pas destinés à être ce qu'ils vont devenir. Il nous donne un exemple très simple que je vous propose, c'est celui d'un garçon de café. Au cours du parcours d'un jeune homme ou d'une jeune femme, disons qu'il n'arrive pas à faire d'études, il se trouve, pour une raison quelconque, garçon de café. D'accord, garçon de café, c'est dans l'évolution, c'est dans le parcours, mais rien ne justifie que ce garçon ou cette fille se prennent trop au sérieux. C'est qu'ils deviennent réellement un garçon de café, c'est-à-dire qu'ils vont devenir habiles, qu'ils vont devenir serviles, qu'ils vont faire des plaisanteries plus ou moins douteuses
avec les clients pour essayer de leur faire plaisir. C'est-à-dire que le rôle de ce jeune homme devient garçon de café. Il épouse la fonction de garçon de café alors qu'il n'est pas destiné à être ça, à être garçon de café. Son essence devient malheureusement, parce qu'il le veut bien, parce qu'il le recherche de façon volontaire, son essence devient une essence de garçon de café. À aucun moment il ne va penser à changer, à devenir un Molière, à devenir un Mozart, à faire de la poésie ou faire toute autre chose par sa volonté qu'être garçon de café. Vous avez très bien, je pense, compris avec cet exemple où je veux en venir. Et bientôt, tout à l'heure, quand j'avancerai dans mon argumentation, je vais faire une analogie avec les prolétaires qui, au lieu de vouloir s'en sortir de leurs conditions de prolétaires, au contraire, comme ce garçon de café, ils ne font que s'enfoncer dans leurs conditions de prolétaires. Dans son magnifique ouvrage, écrit avec son ami de toujours Engels, Karl Marx va nous décrire ce que c'est dans le chapitre 1er que les bourgeois et le rapport avec les prolétaires. C'est dans, vous l'avez bien compris, dans le manifeste du Parti communiste. Il nous dit que les bourgeois, contrairement à l'ancien régime, pour s'enrichir, ils doivent tout briser sur leur parcours. Ils doivent briser les traditions. S'il y a des traditions qui empêchent les gens d'acheter leurs produits, ben ils les brisent. Ils doivent briser à travers les moyens de communication les frontières et ils vont aller dans d'autres pays pour apprendre aux gens qui étaient par exemple des gens qui vivaient de façon plus simple. Ils vont leur dire non, ce mode de vie ce n'est pas ça, il faut adopter un mode de vie bourgeois où vous allez acheter ce que nous allons produire. Karl Marx, dans le manifeste du Parti communiste, lorsqu'il parle des capitalistes, des hommes à l'écu, ceux qui possèdent l'argent, il nous les décrit comme des gens calculateurs où il n'y a pas de place pour l'humanité, il n'y a de place que pour le calcul froid de la richesse et de l'enrichissement. L'être humain n'a de valeur que par la richesse qu'il peut produire à la classe bourgeoise, à la classe des industriels, à la classe des capitalistes. Le prolétaire n'est plus perçu comme un être humain, le prolétaire est perçu comme une machine à travailler, une machine à produire des objets qui seront vendus un peu partout dans le monde. Finalement, ces capitalistes, ces bourgeois, vont transformer des gens nobles comme des médecins, comme des poètes, comme des gens qui avaient un travail, ils vont les transformer en prolétaires, ils vont les transformer, ils vont les aliéner de telle façon que même cet échange amical que certaines corporations avaient entre elles vont disparaître pour ne produire qu'une seule chose, pour devenir habile, pour devenir très compétent dans l'art de fabriquer, l'art de ne faire qu'un seul geste. C'est là, me semble-t-il, l'aliénation poussée à son extrême. Et pour bien comprendre cette aliénation, je vous propose quelques exemples. Vous savez, il n'y a pas mieux que les exemples pour bien faire la part des choses. On revient quelques décennies en arrière au moment de l'ancien mode de production féodal. Il y avait beaucoup de paysans. Les Français, par exemple, pour prendre l'exemple de la France, étaient des paysans. Lorsqu'ils sortaient de chez eux, de leur cabane, c'est pour aller admirer le champ, avec, par exemple, peut-être le paysan avec son fils, il lui dit, demain, il fera beau, c'est l'occasion de semer les graines, et dans quelques mois, nous allons les récolter. Il y a une certaine affection de l'homme envers ce qu'il fait. Il voit la production finale, qui est le blé, qui est la récolte, qu'il va aller
dans un village et discuter avec les gens et leur vendre sa récolte ou bien l'échanger contre quelque chose. Il y a entre ces différentes corporations un certain dialogue et pourquoi pas, disons-le, une certaine affection et un certain bonheur. Examinons maintenant notre exemple, celui d'un menuisier, quelqu'un qui appartient à une corporation de gens qui exercent comme ça un métier traditionnel. Lorsque quelqu'un qui a de l'argent vient pour commander une armoire par exemple, c'est l'occasion de discuter. Il va lui dire, ah bien monsieur, votre armoire, vous la voulez de quelle couleur? Je vous voulais que je vous mette les portes ici, combien de portes? Et même s'il l'accompagne chez lui, le propriétaire va lui dire, voilà, voyez-vous mon ami, cette armoire, je vais la mettre ici. Peut-être que l'épouse du propriétaire va venir, va dire, mon chéri, peut-être que tu vas la mettre ici. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Il y a un dialogue et un échange. Et l'artisan, quand il va revenir avec toutes les mesures et tout ça, il va chez un autre artisan pour lui commander du bois, il va chez un autre, et ainsi de suite. Il y avait des échanges entre les corporations. Et là, je ne vous ai même pas cité l'exemple des poètes, l'exemple des penseurs, de ceux qui admirent la nature. Tout cela sera laminé, tout cela sera écrasé lorsque nous allons entrer de plein pied dans ce mode de production impitoyable, inexorable, qui est l'industrialisation et ces entreprises qui sont entre les mains de la bourgeoisie, tel que cela a été décrit dans le livre premier du manifeste du Parti communiste, que je vous invite à lire ou à écouter. Il y a plein de podcasts sur ce sujet. Dans ce mode de production capitaliste, là je parle bien évidemment au niveau du 19e siècle, hein, je ne parle pas de nos jours. Au niveau de ce mode de production, lorsque l'homme sort, c'est surtout pour aller être enfermé dans une sorte de boîte, c'est-à-dire dans la manufacture. Les gestes qu'il va répéter, ce sera toujours les mêmes. Il n'a aucune notion de ce qu'il va produire. Par exemple, s'il est dans une filature, il voit un morceau de tissu qu'il racole, qu'il coud, qu'il assemble avec un autre morceau de tissu, et ce petit assemblage va partir ailleurs. C'est un autre ouvrier qui va rajouter peut-être des boutons, etc. Et que dire quand il s'agit d'objets encore plus complexes? Tout ce que l'ouvrier va faire, c'est un seul mouvement auquel il va s'entraîner, auquel il excelle. Alors, ça, c'est réellement l'aliénation, et surtout que l'être humain devient une sorte de roue crénelée, une sorte de roue dentelée dans cet immense rouage qui constitue cette immense manufacture qui écrase l'être humain, qui écrase les ouvriers, qui vont travailler, qui travaillent des heures et des heures, 10 heures, 12 heures, peut-être plus, dans les mêmes endroits, dans des endroits insalubres, avec des plafonds qui sont assez bas. Pourquoi bas? Parce que l'homme qui a les écus, le bourgeois, pour économiser sur l'énergie de chauffage, il met des plafonds qui sont très bas. Imaginez ces hommes et ces femmes qui travaillent dans ces conditions et qui ont du mal à respirer. Et lorsqu'ils travaillent avec des objets coupants, ils n'ont rien pour protéger leurs mains parce que cela coûte très cher. Alors, cet ouvrier et cette ouvrière n'auront jamais l'occasion d'exprimer quoi que ce soit sur leur travail, parce que c'est un travail qui est ingrat, dont ils n'ont aucune idée. Ils n'extériorisent à aucun moment leurs sentiments envers un objet qu'ils vont fabriquer ou bien dont ils vont participer à une infime fabrication. C'est tout le contraire de ce menuisier qui va
fabriquer avec amour et qui va discuter, donc qui va fabriquer, pardon, avec amour cette armoire et qui va discuter avec celui qui le lui a commandé. Nous sommes réellement aux antipodes. Et c'est ça l'aliénation dont veut parler Karl Marx. Mais ce n'est pas tout. L'ouvrier, quand il rentre chez lui, il n'a pas le temps de penser à quoi que ce soit. Il n'a le temps de penser qu'à se reposer. Et même les samedis et les dimanches, il les a. Il les passe à dormir, à récupérer. Et je peux vous dire aussi qu'il n'a pas le temps de rêver, qu'il n'a pas le temps de faire des choses qu'il a envie de faire, des choses qui sont au fond de son cœur. Et s'il est poète, ben, sa poésie reste au fond de lui-même dans la plus infâme des frustrations. Et au niveau de son mode de production industrielle, même les poètes travaillent dans les usines. C'est pour vous dire que l'âme de l'individu est complètement anéantie, complètement écrasée par ce mode de production qui est réellement inhumain et qui aliène l'être humain à un plus haut degré, à tel point qu'il perd même son essence intime d'être humain. Et ce qui est inquiétant, et ça Karl Marx va le rapporter, lorsque ces bourgeois, ceux qui possèdent les écus, vont faire venir des machines pour travailler, les ouvriers vont les détruire, non pas parce qu'ils se révoltent, mais tout simplement parce que ces machines leur prennent leur travail. La seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est de retourner à leurs conditions de prolétaires, exactement comme je vous l'ai dit au début, c'est-à-dire que leur essence, comme ce garçon de café, leur essence devient une essence de prolétaire parce qu'ils ont perdu leur âme, parce qu'ils ont été aliénés jusqu'à ne devenir qu'une petite chose infime, comme je l'ai dit, je le répète malheureusement, une roue domptée, une roue crénelée dans un rouage comme l'a si bien décrit Charlie Chaplin dans son très grand film Les temps modernes. Et Karl Marx est conscient de tout cela, il est conscient que finalement le prolétaire va oublier sa condition humaine pour épouser celle du prolétaire qui bêche les chines, qui est complètement résigné. Et il sait que la première chose à faire, la première étape, c'est une étape de théorie. Il faudrait que ces ouvriers prennent conscience de leurs conditions, que ce n'est pas ça leur vraie condition. Et ça va être tout le travail, tout ce que va apporter Karl Marx et son ami Engels, ne l'oublions surtout jamais, au grand jamais, ce sont les deux qui ont œuvré. Et comme je l'ai dit, je rends également hommage à la femme de Karl Marx qui dans l'ombre va perdre 3 de ses enfants. Imaginez le drame d'une mère et qui va continuer à soutenir son ami et son mari Karl Marx. Moi je crois qu'il a un rôle tout aussi important que celui de Engels et de Marx. Et Marx va écrire tous ses livres de théorie économique et il va faire tout son possible pour que lorsqu'on parle d'économie, on parlera également d'être humain. Vous savez, David Ricardo, qui était un très grand économiste du 19e siècle, quand il parlait, quand il nous exposait ses théories économiques, pour lui, un objet qui sera construit, sa valeur donc de cet objet dépend du travail que va fournir le prolétaire, c'est-à-dire que l'aliénation est poussée à un tel point que le prolétaire n'est autre chose qu'un objet parmi d'autres. Et le cynisme de David Ricardo
et le cynisme par la suite de tous ces bourgeois et de tous ces propriétaires, de tous ces capitalistes, rappelons-le encore une fois, du début du 19e siècle, leur cynisme, et de dire que le salaire que je vais payer au prolétaire, ce sera le salaire minimum qui lui permet de vivre chichement, misérablement, et de se reproduire parce que, voyez-vous, jusqu'à où va l'aliénation, jusqu'à ce que un prolétaire ne peut produire, avoir comme enfant qu'un autre prolétaire. Je crois que là, je vais m'arrêter et je vous dis merci pour votre écoute. Désolé, je me suis un peu laissé entraîner par mon élan, ça m'arrive, c'est pas bien méchant. Je vous dis donc à bientôt. La prochaine fois, nous allons aborder un sujet qui est très important, qui à mon avis n'est pas bien explicité, c'est celui de la lutte des classes. D'ici là, portez-vous bien et continuez à vous protéger du Covid. La Covid est toujours là.